Retour dans cette émission de l'autre journal numéro 62. Nous continuons le débat avec un autre sujet. Nous allons quitter le port de Lomé avec ces histoires de cette affaire de Bolloré. Et nous allons revenir dans le secteur des droits de l'homme au Togo. Emmanuel, vous avez organisé la semaine dernière, une conférence de presse pour faire le bilan, bien l'état des lieux des droits de l'homme au Togo. Et quelle est la conclusion à laquelle vous en êtes venu? Merci beaucoup. Au fait, la situation des droits de l'homme, tout le monde doit la connaître, parce que les droits de l'homme, c'est lorsque un individu a été privé de certaines libertés, de ses droits, et du fait d'un agent de l'État. Et aujourd'hui, tout ce que nous venons de dire et tout ce que nous subissons tous les jours, tout le monde a constaté les avancements des violations des droits de l'homme. Primo, au niveau de la liberté des manifestations, nous n'avons pratiquement plus la liberté de manifestation au Togo. Tout mouvement, tout rumeur de mouvement qui naît, on passe par tous les moyens pour l'étouffer. Et aujourd'hui aussi, la liberté syndicale est menacée. Les organisations syndicales n'ont plus le droit d'organiser leurs manifestations. Et la CET, une organisation syndicale qui est créée par des enseignants du secteur public et qui voulaient organiser une assemblée bien qui voulait organiser des manifestations, ont été arrêtés, et d'autres par le SCRIC et d'autres par la gendarmerie et les services de l'intérieur, sous prétexte qu'ils auraient utilisé l'usage de faux, parce que selon certaines autorités qui étaient à la base de ces arrestations, l'Assemblée constitutive n'a pas été faite en bonne et due forme. Alors que lorsque vous faites une analyse, le chef de l'État participe bel et bien des conférences internationales de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'UEMOA, par visioconférence. Est-ce que les actes de ces conférences-là sont des actes d'usage de faux? En aucun cas, non. Maintenant, si aujourd'hui, avec la COVID-19, vous limitez les rassemblements, vous nous demandez, vous nous dites de respecter les mesures barrières en termes de distanciation sociale et autres, et des gens utilisent les moyens de l'ENTIC pour organiser leur congrès constitutif, pourquoi vous voulez s'opposer à ça? Donc, ce qui fait que la liberté syndicale est menacée. Après avoir voté le nouveau code du travail, et quelques jours après, compte tenu de cet aspect, on convoque encore, le gouvernement remet encore sur la table une modification possible de certains articles qui concernent le droit syndical. Au-delà de ça, vous voyez que le SCRIC, qui est une organisation qui est là pour l'investigation et la criminalité, aujourd'hui, c'est tout citoyen qui se sent fort, qui saisit le SCRIC à longueur de journée. Et donc, ça devient inquiétant, de telle sorte que s'il y a une petite affaire entre deux individus, on ne fait que les convoquer devant le SCRIC. Au-delà de ça, il y a la liberté de la presse. La liberté de la presse a été durement touchée ces derniers jours, ces derniers moments. Vous constatez que le directeur de publication de l'Indépendance Presse et son organe, et même l'organe lui-même on a retiré le récépissé de l'Indépendance Presse, et l'alternative qui, après avoir sorti un article, a été sanctionnée pour 4 mois. Et donc, après ça, il y a plusieurs actes d'intimidation de la presse, où la HAC sort un communiqué pour dire que nous voulons que vous invitez sur vos plateaux et des spécialistes pour parler de la COVID-19, ainsi de suite. Alors que la problématique de la COVID-19, ce n'est pas seulement les médecins qui sont spécialisés à ça. La presse, les journalistes peuvent donner leur point de vue sur ça. Les caméramans peuvent donner leur point de vue sur ça. La société civile peut donner son point de vue sur ça. On n'a pas besoin d'être un docteur, un médecin, je ne sais quoi, en virologie ou bien en quoi, pour être invité sur un plateau d'émission pour parler de la COVID-19. Et donc, ça veut dire que ce sont des restrictions et des violations en matière de droits de l'homme que nous avons. Les actes de torture ne sont pas encore finis, et continuent. Les Togolais sont toujours victimes. Plusieurs personnes qui ont été arrêtées dans les manifestations de 2017 et 2018 et tout récemment
ce qu'on a fait en novembre et en décembre 2020, je crois, oui, ce qu'ils appellent les tigres. Donc il y a des gens qui sont morts en prison. Et nous, à la Ligue togolaise des droits de l'homme, nous avons saisi des autorités compétentes à l'époque pour demander de diligenter des enquêtes. La CNDH également, et on a eu des conversations avec elle, mais jusqu'à présent, des gens continuent de souffrir dans les prisons, alors qu'il n'en est pour rien en réalité dans cette affaire. Et donc, ces actes-là continuent à exister. Et c'est pourquoi, dans le cadre de l'organisation de la société civile, une rencontre a été organisée pour dire à ceux qui sont des victimes directes de ces violations des droits de l'homme à créer un collectif pour mettre fin à l'impunité. Nous savons que la fin de l'impunité au Togo est difficile parce que tant que nous continuons à être orientés par les mêmes personnes, ils vont vouloir toujours maintenir ce qu'ils sont en train de faire, leur pouvoir sur nous. J'ai dit, c'est quand nous avons toujours le même système de gouvernance, le même système d'appréciation des choses où on souhaite que tout le monde regarde dans la même direction et dans le même sens. C'est difficile, donc l'impunité, on ne pourra pas mettre fin. Sauf que si la justice veut faire vraiment un travail salutaire. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que dans le code des juges, il y a des gens qui sont courageux, mais lorsque vous êtes nombreux et il y a, excusez-moi, des brebis galeux qui sont dans votre corporation, on peut pas toujours dire que vous êtes tous bons. Et pour que les Togolais puissent savoir qu'ils sont bons, ce sont dans les actes que les Togolais doivent savoir. Les actes de violation des droits de l'homme, où la justice ne s'auto-saisisse pas, où les actes entre deux individus à caractère politique, elle est apte. Elle est prompte à s'auto-saisir et à envoyer les gens, à les inculper, à les envoyer en prison pour des choses qui n'existent pratiquement même pas. Et ça laisse des doutes sur ce qu'on veut que le Togo devienne demain. Alors que, pour moi, j'ai toujours dit que si le Togo peut être vu sur un bon œil en matière des droits de l'homme, on dirait que le Togo est exemplaire. Mais lorsque, sur toutes les lignes, on nous dit que le Togo est en bas de l'échelle dans tel secteur, en bas de l'échelle dans tel secteur, alors que les gens disent que c'est nous qui savons mieux gouverner, qui savons mieux diriger, alors que c'est eux qui sont là, qu'on nous donne ces notations, mais ça laisse à désirer. On n'est pas là pour leur dire quitter, mais on est là pour leur dire, nous en tant que société civile, on est là pour leur faire savoir ce qu'ils font n'est pas bien. Donc il y a plusieurs secteurs, plusieurs choses en matière de violation des droits de l'homme qui se sont passées ces derniers moments. C'est juste pour dire, ce qui s'est toujours passé continue d'être, les Togolais continuent d'être toujours victimes de ces choses-là. Il n'y a même pas une réduction sensible. Même au contraire, il y a le durcissement de la situation en matière de respect des droits de l'homme. Des gens s'en foutent pas mal de ce qu'ils font. Ils ne regardent même pas si telle chose, tel acte respecte les droits de l'homme, les droits économiques, sociaux, culturels, les droits civils et politiques ou autres, ou les droits catégoriels. Ils s'en foutent pas mal de ce qui se passe actuellement. Et donc c'est compliqué. Voilà en quelques résumés la situation en matière des droits de l'homme au Togo. Merci beaucoup Emmanuel. Abdialfa, nous nous rappelons, c'était début 2018, un ministre sur les antennes, sur les médias a déclaré qu'il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo. Je parlais du ministre Barara. On peut dire que progressivement, le régime y arrive. Bon, pour ce que vous parlez des droits de l'homme, je vais d'abord dire que je ne vais pas décevoir mon frère Sogadji, sauf que je dis que peut-être dans l'espace togolais, on exagère déjà en parlant de défense des droits de l'homme. On n'y est pas encore. Nous sommes à l'étape du droit à la survie. Parce que, avant qu'on me parle des droits de l'homme pour que ça me convainc, il faut que j'évolue dans un environnement où je suis reconnu dans mes attributs d'être humain. J'ai le minimum. Et si ce minimum n'est pas respecté, je peux ouvrir un débat sur les droits de l'homme. Voilà par rapport à ma qualité, donc voilà ce dont je suis entouré. Pourquoi ce feu rouge ne fonctionne pas? Pourquoi sur 100 rues dont nous avons besoin, vous avez pu nous faire 30 rues
Et que si les 30 rues, les feux de signalisation ne fonctionnent pas. Voilà un droit que je réclame. Je suis militaire ou bien je suis enseignant. J'ai un salaire décent qui est correct. Pourquoi depuis 3 ans, depuis 3 mois, je n'ai pas reçu de salaire? Pourquoi sur mon salaire, dont je suis d'accord, qui respecte la grille de la sous-région, pourquoi mes enfants n'ont pas droit à leur allocation? Pourquoi depuis 3 ans, je suis en retraite et que je ne bénéficie pas de ce qui me revient en tant que retraité qui a cotisé? Je pense que c'est à partir de ce moment qu'on peut parler du respect ou bien du combat pour le respect des droits de l'homme. Le Togolais n'y est pas encore. Le Togolais est sur le combat pour la survie. Sur le combat, sur la survie. Quand l'ami parlait tout de suite des gens qui coupissent en prison. Entre-temps, nous avons fait un dossier où nous avons dénoncé le fait qu'on déclare des gens à la prison civile, une liste que l'autorité tient là-bas, alors que les mêmes personnes sont dans des centres de torture. Officiellement, ils sont à la prison civile, mais officieusement, ils sont dans les lieux de torture. C'est quand nous avons fait sortir le dossier qu'on les a tous versés à la prison civile, accompagnés de morts. Et depuis que ce dossier est sorti, ça fait quelques mois, il n'y a plus eu mort. Est-ce vraiment qu'il n'y a plus de morts? Parce que les 8 autres qui sont morts, nous savons la tracasserie que les familles doivent faire et les intimidations pour retirer les corps. Les gens qui sont sortis des lieux de torture vers les centres de détention officiels en état de malades, comment les familles avaient des difficultés à les joindre pour les soigner. Et depuis ce moment-là, comme par enchantement, on n'a plus parlé des malades, on n'a plus parlé des morts. Est-ce que tous ces messieurs-là qui étaient au cabanon sont guéris? Il faut que les associations des droits de l'homme que vous êtes, ils regardent. Depuis là, on n'a plus parlé de morts. Quand nous on sortait ce dossier, c'est plein de morts là-bas. Hein. Ce que nous disons, je crois que les familles écoutent. Est-ce que les enfants sont guéris? Est-ce qu'ils sont retournés? Même une partie de ceux d'entre qui on disait que bon, ils sont en bonne santé, et au lieu de les amener au cabanon, on les a amenés directement à la prison civile. Parmi eux, il y a eu morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus dans leur santé, ce n'était pas encore le grand soleil. Donc, ce n'est qu'un aspect. Il faut que le minimum soit respecté afin qu'on ne me parle de... Toutes ces rues qui joignent nos quartiers là, minimum, ça, à défaut de la route asphaltée, ça pouvait être pavé. Combien sont couverts de pavés ou bien de la route asphaltée? Actuellement, quand une route traverse votre quartier, ce que vous avez la chance d'avoir une maîtresse, ou bien un baron a acheté une maison avec piscine dans votre quartier, ou bien tout ce que vous savez. Si au moins il y a ce minimum, et que le Togolais s'organise pour dire, bon, maintenant, on a ça. Pourquoi ce n'est pas bien géré? Pourquoi la gestion qui est censée faire rentrer l'argent, on ne voit pas l'argent? C'est en ce moment qu'on parle, on pose le débat sur la défense des droits de l'homme. Si on a des hôpitaux qui ont des plateaux techniques dignes de ce nom, et que les médecins, peut-être par souci de mieux faire, je ne dirais pas de mieux faire, davantage gagner, ne font pas bien leur travail, on va dire bon, il faut que les médecins aussi respectent les droits du patient. Et si ce qu'ils réclament en traînant les pas est légitime, il faut que l'État aussi regarde vers eux. En ce moment, le Togolais réclame les droits de l'homme. Actuellement, quand vous êtes déclaré sur certaines maladies, c'est clair que si on vous amène sur un plateau technique au Togo, ici, c'est que vous êtes allé à l'abattoir. Vous êtes allé pour mourir. Certains mots, quand on dit que monsieur, tel, vous avez ce mal, si vous devez vous coucher ici, pour être opéré, ce que vous avez accepté, signé avec votre dernier souffle. Allez seulement voir les hôpitaux de référence côté Ghana, qui sont plus ou moins proches de chez nous ici. Combien de Togolais se font consulter par jour? Combien se font opérer? Je ne parle pas de Cotonou, je ne parle pas du fond nord, de nos villes du nord qui vont vers le nord du Bénin. Même pour un scanner. S'il y a un scanner qui ne fonctionne pas bien, ou bien on a mis des fainéants qui ne savent pas bien gérer, les patients peuvent s'organiser pour réclamer leur droit à avoir accès à un scanner. Quand il n'y a pas ça, vous parlez des droits de l'homme, c'est le droit à la survie. Il faut donc
je crois qu'on doit reclasser le débat. Quand nous avons des députés qui peuvent aujourd'hui vous sortir le contrat de la RCT avec l'État togolais, le contrat de Bolloré avec l'État togolais, je défie tous les députés, si quelqu'un a le contrat de Bolloré avec l'État togolais, qui nous le montre. Je les défie, autant qu'ils sont de l'opposition, du pouvoir ou bien de je ne sais pas quelle couleur, que si quelqu'un a le contrat de Bolloré dont on parle en France actuellement, le contrat entre Bolloré et l'État togolais, qui nous le montre. Je veux lui jeter tous les éloges en tant que député qui sait faire son travail, qui défend l'intérêt du Togo. Entre-temps, j'ai dû traverser les frontières pour ramener au Togo ici un contrat signé entre Contour Global et l'État togolais par rapport à la gestion de l'électricité. Ce contrat, c'est un contrat signé avec tout le sceau officiel. Je n'ai pas le courage de tout publier. Quand vous lisez les clauses entre ce que les gens ont accepté signer entre l'État togolais et Contour Global, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'électricité, tu te demandes, ou bien c'est moi qui ne lis pas, tu es obligé de relire. Certaines pages, tu ne peux pas les publier. Retournez dans nos parutions, je crois 311, autour de ça. Vous verrez les séquences de contrats qui fait 160 et quelques pages. J'avais eu ce contrat, j'avais eu entre-temps, eux-mêmes, ils ont vu que le contrat était scandaleux. Ils ont fait venir des experts qui ont réétudié la possibilité de revoir les clauses. J'ai aussi les travaux de ces experts qui ont étudié le contrat. Ce contrat, entre-temps, on avait des soucis sous-régionaux par rapport à l'électricité. Une commission a parcouru tous les pays pour voir comment, par rapport à l'électricité, comment ça fonctionne, afin qu'une solution sous-régionale soit trouvée. Les gens sont venus rester à l'hôtel de février, ils n'ont jamais vu le contrat. C'est-à-dire, entre le Togo et Contour Global. C'est ce contrat que j'ai fini par avoir et j'ai publié des séquences. Ceux qui veulent me contacter, je peux leur faire copie. Bon. Quand un député ne se pose pas cette question, ou bien on ne lui donne pas les moyens pour se poser cette question, ou bien on ne le laisse pas l'attitude de travail de façon à se poser cette question. Mais pourquoi vous voulez parler des droits de l'homme? C'est quand il a tout ça là et qu'il ne fait pas bien, on dit, ah, monsieur le député, vu que vous avez tout ce matériel de travail, vu que l'autorité vous a ouvert toutes ces sources d'informations, vu que, et que vous ne le faites pas, nous sommes en droit de... Ça n'existe pas. Donc je crois que c'est un grand débat. Si on ne le stratifie pas, de façon à savoir si le Togolais est déjà en droit de parler de son droit de l'homme, ou bien il doit parler du droit à la survie. Si on ne fait pas encore de distinguo, on ne pourra pas se comprendre. On sera en train de se battre pour quelque chose qui est un canular. À moins que je me trompe, hein, que l'opinion m'en excuse alors. Donc moi je pense que l'État doit faire une fois. Dans les milieux arabes où j'ai beaucoup voyagé, le père meurt, le fils le remplace. Tu poses des questions aux gens, c'est qui le chef de l'État? Ce n'est pas leur souci, parce que chacun mange. Ouais. Il y a le minimum. Il sait que nous sommes pétroliers, producteurs, ça sort, c'est vrai. Ceux qui travaillent pour que ce pétrole-là soit extrait, ils vivent de ça. On le dit souvent, qui travaillent de l'hôtel, vit l'hôtel. Sauf que chez nous aussi, qui travaille de l'hôtel ici, détruit l'hôtel. Sinon, ce n'est pas encore un crime de travailler à l'hôtel et de vivre de l'hôtel. Mais ici, ceux qui travaillent à l'hôtel vivent de l'hôtel. Tu peux me recenser les sociétés d'État qui ont existé au Fouet et qui actuellement sont devenues des épaves. Entre-temps, j'étais avec un ingénieur qu'on a mis sur Dacha, l'usine de Dacha, pour qu'il évalue la ferraille afin de voir combien on va vendre. C'est-à-dire, hein, l'usine qui a fait la fierté pour produire le pain. Ouais. Il est temps qu'on dise, bon, comme ce n'est pas vendable, comme ce n'est pas réparable, bon, qui peut aller évaluer ça pour qu'on voit combien on va vendre la ferraille. Tout ce que vous connaissez comme unité de production, que ce soit dans l'agriculture, tout ça là, il faut voir comment ça s'est succédé. Les quelques rares sociétés d'État qui vivent sont en train de vivre grâce au changement de nom. Combien de fois on n'a pas changé de nom à la structure qui gère les phosphates? Si changer de nom à une structure qui se porte mal,
était une solution, on serait actuellement excellent dans la gestion des phosphates. Peut-être que demain, quand ils verront que le port autonome de Le Mans, c'est une poisse, peut-être ils vont changer de nom à ce port, on ne sait pas. Donc moi, quand un pays est géré comme ça, où le citoyen est d'accord avec sa situation de miséreux, où l'enseignant ne trouve pas un scandale par rapport à son salaire, par rapport à ses droits qui doivent marcher avec le salaire. Quand les militaires pensent que réclamer ces droits, ça ne fait pas partie de leur... Il y a même des sections de l'armée qui n'ont pas de statut. Bon, quand vous évoluez dans ces environnements où des corps de métier sont d'accord avec leurs conditions d'assujetti, de tricher à vie, vous voulez parler des droits de l'homme? Qui va réclamer ces droits quand le réclameur, la victime ne connaît pas? Bon, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la réaction du DP. J'ai compris sa réaction et il a parfaitement raison, hein, parce que tout ce qu'il est en train de numérer, il parle des droits économiques, sociaux et culturels. Et si je l'ai bien compris, ça veut dire que pour lui, le Togo n'est pas encore prêt pour qu'on parle du droit de l'homme. Je suis d'accord. La preuve est que le protocole international aux droits économiques, sociaux et culturels que nous appelons PIDESC n'a jamais été ratifié par le Togo. Donc, ce sont les PIDESC, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels dont il vient d'énumérer, qui sont les droits les plus fondamentaux en matière de l'existence humaine. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un environnement sain sont des droits qu'on met dans le droit et des droits économiques, sociaux et culturels. Et si vous prenez l'exemple du ministère des droits de l'homme, combien de fois ils ont organisé une activité sur les droits économiques, sociaux et culturels? Tu ne verras même pas. Combien de fois ils ont organisé? Parce que pour eux, en le faisant, ils sont en train d'ouvrir les yeux des citoyens qui vont devenir désormais ceux qui vont revendiquer. Et en revendiquant, ils seront à mal de pouvoir contenir les revendications. Et donc, il faut pas ratifier les PIDESC et il faut oublier ça. Et ce qu'ils mettent peut-être souvent en avant, ce sont les droits économiques, sociaux, les droits civils et politiques. Donc, ces droits civils et politiques, puisque c'est avec ça qu'ils organisent tout ce qu'ils appellent élections, programme des élections, tout ça là, les institutions de la République, et comme c'est eux-mêmes qui les mettent en place, donc ça les intéresse d'en parler. Mais ça, ils en parlent, mais c'est ce qui les intéresse qu'ils prennent dedans. Donc c'est juste pour dire que je confirme la thèse du DP selon laquelle le Togo n'est pas encore prêt pour qu'on parle de droits de l'homme au Togo. Mais nous aspirons que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, et qui sont proches de nos autorités puissent leur parler, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas fait pour quelqu'un. Demain, lorsque toi aussi tu tombes dans une affaire où tu es victime quelque part, la Ligue togolaise des droits de l'homme ou les organisations des droits de l'homme vont te venir en aide, en secours. Ce n'est pas fait pour quelqu'un. Et donc tout le monde doit savoir que aujourd'hui, lorsque ça tombe sur les autres, ça peut être mon tour, à quand mon tour, mais nous espérons qu'ils vont comprendre et améliorer la manière de gouverner, surtout en matière de ce qui concerne les droits de l'homme. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons observer une petite pause pour cette deuxième partie et nous revenons après pour le dernier virage.